Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être restés juste pour la dernière conférence, juste avant de manger. Avant de commencer la présentation, du coup, je voulais juste nous présenter. Donc, je suis Lucie Lebeau, je suis ingénieure pédagogique au Labua à l'Université d'Angers et je suis accompagnée donc, de Ludivine Barral, qui est enseignante en expression écrite orale sur la faculté des lettres, langues, sciences humaines à l'Université d'Angers. Donc, je vais juste revenir sur le contexte et la naissance du projet assez rapidement. Donc, en fait, le projet est né suite à un appel à projet interne à l'Université d'Angers, auquel ont répondu conjointement la faculté des lettres, langues, sciences humaines, LLSH, et la faculté des sciences par le biais d'Isabelle Trivisani-Moreau, qui est maître de conférences en lettres et responsable des enseignements en expression écrite et orale, et de Christine Battu-Urqueby, qui est enseignante d'expression écrite et orale à la faculté des sciences. Donc elles ont répondu ensemble en fait, sur cet appel à projet pour mettre en place une pédagogie différenciée sur l'enseignement d'expression écrite et orale qui est enseigné du coup pour tous les L1 de la faculté des lettres, langues, sciences humaines et la faculté des sciences. Donc après, pour étoffer l'équipe, donc Ludivine a rejoint le projet à son arrivée en septembre 2016 et moi je les ai accompagnés sur la partie médiatisation sur Moodle et sur la partie gestion de projet. Donc pourquoi ce projet? Donc juste avant d'expliquer les différentes raisons, je voulais juste faire un petit point en fait sur l'enseignement de l'expression écrite et orale en sciences et en lettres, parce que l'organisation en fait est différente. Donc en sciences, les étudiants ont 8 heures de cours d'expression écrite et orale sur un seul semestre, donc sur le semestre 1, alors qu'en lettres, ils ont 36 heures de cours d'expression écrite et orale répartis sur les 2 semestres. Mais là, on a une différence d'organisation, mais au final, les difficultés étaient les mêmes pour les enseignants. Donc les difficultés, donc c'était un niveau hétérogène, des niveaux hétérogènes justement sur l'expression écrite orale, des lacunes sur l'expression écrite et orale et des effectifs de TD qui étaient assez importants. Donc on pouvait arriver parfois à 40-45 étudiants par TD. Donc toutes ces difficultés réunies ensemble en fait rendaient difficile le suivi de chaque étudiant. Donc, on a Isabelle Trivisani et puis Christine Battu ont proposé en fait de proposer justement aux étudiants qui étaient les plus à l'aise en expression écrite orale de suivre certains TD en fait en ligne sur Moodle. Ça permet du coup de désengorger les cours de TD en présentiel et de suivre les étudiants, eux, qui restent en présentiel, qui ont plus de difficultés. Donc en fait, on peut dire qu'on a deux parcours. On a un parcours 100% présentiel pour les étudiants les plus en difficulté. Et on a un parcours hybride qui mélange du présentiel et de la distance pour les étudiants qui sont un peu plus à l'aise sur cette matière. Donc pour donner un petit ordre d'idée, en fait, pour les lettres, langues, sciences humaines, sur le semestre 1, c'était 50% de cours en présentiel et 50% de cours en ligne sur Moodle. Donc l'idée, c'était pas juste de cloisonner et faire juste 2 parcours complètement distincts. En fait, les étudiants se retrouvent donc ensemble sur certains TD en présentiel, ce qui permet de conserver en fait le lien entre l'étudiant et l'enseignant et entre aussi les étudiants qui suivent finalement la même matière en fait. Alors j'en viens au fonctionnement de ce parcours, de ce double parcours qu'a expliqué Lucie. Pour savoir quels étudiants seraient retenus pour un parcours partiellement en autonomie, nous avons mis en place un test de positionnement. Test de positionnement qui n'est pas le même en sciences et en LLSH, dans la mesure où les compétences requises ne sont pas les mêmes et les enseignements ont un contenu différent. Donc en sciences, Christine Battu-Urqueby, ma collègue, a choisi un test de positionnement écrit qui nécessite de la rédaction et une correction manuelle parce qu'elle doit évaluer assez vite les compétences rédactionnelles de ses étudiants. En LLSH, nous avons pris le parti d'un test de positionnement réalisé via l'activité test de Moodle. Donc un test qui est mis en ligne sur 3 semaines au mois de septembre,
Cette ouverture sur 3 semaines s'explique notamment par l'afflux des étudiants qui ne sont pas forcément tous inscrits dès la première semaine. Nous faisons face parfois à des arrivées tardives, donc ça permet d'évaluer vraiment le maximum d'étudiants en début d'année. Alors ce test s'appuie sur une banque de 280 questions qui sont référencées dans Moodle. Chaque étudiant a droit à une tentative. Ce test est limité à 40 minutes, de manière à éviter aussi trop de recherches extérieures. Chaque étudiant est donc confronté à 40 questions qui sont réparties en fait sur 11 exercices. Donc, ces questions sont piochées aléatoirement dans la banque des 280 questions, mais chaque étudiant est évalué sur le même type de compétences et donc aura 11 étapes à suivre dans ce test de positionnement. À l'issue du test, si un étudiant obtient au moins une moyenne de 13 sur 20, il obtient un badge qui lui notifie qu'il va suivre le parcours en autonomie, même s'il s'agit d'un parcours partiellement en autonomie, puisqu'il sera amené aussi à revenir en présentiel en fin de semestre. Mais donc ce badge met fin au suspense pour les étudiants qui réussissent bien le test. Après, ce que j'expliquerai un petit peu plus tard, c'est que les étudiants qui n'ont pas obtenu le badge peuvent, en fonction de leurs résultats et de leur profil, être quand même orientés vers ce parcours en autonomie. Donc, juste une parenthèse sur la distinction de l'enseignement d'expression écrite et orale en sciences et en LLSH. En fait, en sciences, l'expression écrite et orale va surtout initier les étudiants à rédiger des comptes rendus d'expérience, des résumés de textes scientifiques, d'où l'importance immédiate des compétences rédactionnelles. Tandis qu'en LLSH, bien sûr, les compétences rédactionnelles sont importantes, mais nous attachons aussi une grande importance aux compétences grammaticales, qui peuvent donc plus facilement être évaluées via des questions sur Moodle à correction automatique. Donc là, je vais juste parler un peu du test de positionnement en LLSH. Donc, à savoir que le projet a démarré en septembre 2016 pour une mise en place en septembre 2017. Donc, on avait 1 an pour mettre en place le projet. Et on a passé une bonne partie de l'année à la création du test de positionnement, parce qu'il a d'abord fallu identifier les questions qui seraient posées. Il fallait un certain nombre de questions. Donc là, on avait vu 280 questions pour qu'il y ait une pioche aléatoire en fait sur ce test de positionnement. Après, il a fallu aussi estimer le temps de réalisation du test pour qu'il soit pas trop long ni trop court, pour que l'étudiant ait le temps de répondre à toutes les questions sans aller non plus vérifier sur Internet les réponses. Donc là, on a fait tester sur des ingénieurs pédagogiques, sur des enseignants, enfin voilà. Et puis, pour donner toute la place en fait à la rédaction, on a utilisé des questions closes de type réponse courte. Donc toutes les questions du test de positionnement, c'est des questions closes de type réponse courte. Donc l'étudiant doit écrire ses réponses. Qui dit réponse courte dit anticiper toutes les possibilités de réponse. Donc parfois, il y en a pas 36, mais pour des exercices du type, on a un exercice du type synonyme ou antonyme où les étudiants doivent donner des synonymes et des antonymes de mots donnés. Et bien là, il faut anticiper toutes les possibilités de réponse. On a aussi un exercice, notamment c'était celui passage du discours direct au discours indirect, pour lequel on peut avoir des changements de pronoms, des changements de temps, mais pour lesquels la réponse est correcte. Et voilà, pour donner une indication en fait du travail, juste pour une réponse comme celle-ci, là on avait 32 possibilités de réponse. Donc à anticiper, à envisager. On a été aussi pas trop rigide, notamment par exemple sur l'indication du point final en fin de phrase. Donc on a fait avec et sans point final, donc à chaque fois il a fallu réécrire et tout anticiper. Donc là oui, c'était à peu près 32 possibilités de réponse. Bon, je pense que c'était l'exception en fait sur celui-ci. Alors, vous voyez afficher les résultats du test de positionnement de la dernière rentrée, donc la rentrée 2018. Ces résultats, en fait, montrent souvent une moyenne globale inférieure à 10 sur 20.
ce qui reflète le niveau global des filières. On peut voir par exemple que les linguistes sont souvent déjà plus à l'aise en grammaire, ils sont davantage familiarisés avec ces questions et ces notions. Je rappelle quand même aussi le caractère particulièrement intraitable de la correction automatique, puisque la moindre faute d'orthographe, le moindre accent oublié, évidemment, fausse une réponse. Donc, autant nous avons choisi d'être relativement indulgentes, par exemple, pour la ponctuation, avec la présence ou l'absence du point final, mais bien évidemment, les fautes d'orthographe, elles, sont prohibées. Donc, si les étudiants ne se relisent pas ou tapent un peu trop vite, forcément, leurs réponses sont faussées. Donc, ce qui explique aussi parfois des résultats qui peuvent sembler un petit peu moyens par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'étudiants d'une fac LLSH. Comme je le mentionnais tout à l'heure, donc les étudiants qui obtiennent un badge à l'issue du test, donc qui ont au moins 13 sur 20 à ce test, sont dirigés automatiquement vers le parcours en autonomie. Comme vous le constatez, en géographie par exemple, il n'y a qu'un seul étudiant qui a obtenu un badge. Évidemment, il n'a pas été question d'envoyer un seul étudiant suivre ce parcours, ça n'aurait pas été très cohérent vis-à-vis du reste de la filière. Donc, les enseignants ont après une marge de manœuvre pour essayer de déterminer le seuil à partir duquel ils estiment qu'un étudiant peut suivre le parcours partiellement en autonomie. Donc, pour cela, l'enseignant dispose bien évidemment des résultats obtenus au test. Donc, en règle générale, vers 11,5, 11 encore, 11 sur 20 au test, on estime que l'étudiant a les outils pour faire face à ce parcours partiellement en autonomie. Pour ma part, je m'appuie aussi sur d'autres paramètres, notamment les résultats obtenus au baccalauréat que je demande en début d'année. Et puis, bien sûr, les enseignants, comme ils sont déjà un petit peu familiarisés avec leur groupe sur les premières semaines de septembre, ils peuvent aussi avoir des observations et savoir que certains étudiants ont le profil ou non pour travailler en autonomie. Alors, concernant ce parcours en autonomie, nous disposons évidemment de ressources et d'activités pour que les étudiants travaillent à distance. Alors là aussi, les choix ne sont pas les mêmes en sciences et en LLSH pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. En sciences, notre collègue s'est surtout appuyé sur des présis commentés, des vidéos et des espaces de dépôt de devoirs, le but étant souvent de rédiger des résumés, des comptes rendus d'expériences, avec des leçons précises. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, Lucie. Mais voilà, le contenu est quand même très, très thématique. Tandis qu'en LLSH, les contenus de cours donc, sont rédigés par les enseignantes, Isabelle Trivisani et moi-même. Nous avons renvoyé également vers des liens vers l'Université ouverte des humanités, l'UEH, qui permet d'accéder à des petites fiches récapitulatives sur des points de grammaire, par exemple l'usage du passé simple, du subjonctif. Et donc pour ce qui est des activités proprement dites, les étudiants travaillent surtout sur des exercices tests à correction automatique, 17 exercices au total, donc répartis sur les 2 semestres, et 3 ateliers qui donnent lieu à une évaluation par les pairs, sachant que ces ateliers, eux, sont plus spécifiques justement à chaque filière. Là, on a essayé vraiment d'intégrer des textes qui collent avec les préoccupations d'étudiants en histoire, en psychologie. Et pour cela, nous avons mis à contribution de nos collègues de la faculté LLSH pour justement disposer de ressources qui soient vraiment appropriées au L1 de chaque filière. Alors que les exercices portant sur des compétences lexicales ou grammaticales sont, eux, vraiment transversaux. Pour ce qui est du coup de l'accompagnement des étudiants sur le parcours en autonomie, on a différents types d'accompagnement. Donc pour les sciences, ils ont très peu de cours au final en autonomie sur Moodle. Donc la simple présentation du dispositif en amphi suffit. Donc c'est 45 minutes de présentation à peine où je présente l'espace Moodle et où je montre les différentes activités. Pour ce qui est des LLSH, ils ont beaucoup de cours en autonomie, et qui dit à l'aise en fait en expression écrite et orale dit pas forcément être à l'aise pour le travail en autonomie. Donc on a essayé de vraiment cadrer tout ça
Et on a réalisé un vademecum dans lequel, en fait, c'est un fichier Word, dans lequel ils retrouvent tous les exercices, toutes les dates sur toute l'année. Donc dès qu'ils commencent le parcours en autonomie, ils ont déjà cette vision d'ensemble. Il y a aussi une description des ateliers et au final, on a aussi mis quelques conseils pour le travail à distance, que ce soit, l'étudiant peut travailler dans des salles informatiques en libre service, à la BU, et peut aussi avoir des prêts d'ordinateur justement pour tout ce qui est par rapport au matériel. Et puis après, on va dire plus classiquement, sur les espaces Moodle, on a un forum technique et un forum pédagogique sur lesquels l'étudiant peut poser ses questions. Donc là, si j'ai un petit peu de temps, je vais juste vous montrer un espace de cours. Alors, hop, ici. À savoir que en fait, on a, pour les lettres, langues, sciences humaines, on a 7 espaces de cours. Un espace de cours où tous les étudiants de L1 de lettres, langues, sciences humaines sont inscrits, donc à peu près 1000 étudiants sur lesquels ils passent le test de positionnement. Et après, pour les parcours en autonomie, il y a 6 espaces, donc un espace par filière, donc histoire, espagnol, anglais, psycho, lettres et géographie. Et donc, ils sont tous présentés de la même manière. Donc, on en retrouve tout en haut, finalement, les différentes aides que j'ai évoquées tout à l'heure, donc les forums, le vademecum. Ils ont aussi accès à une frise chronologique sur laquelle, en fait, ils retrouvent les... dommage. Parce que du coup, moi, c'est bien affiché. Eh ben... Et alors là, si je reviens dessus... Hop. Tac, vous faites escape. Voilà. Merci. Là, voilà. Donc on retrouve en haut les différentes aides justement que j'évoquais tout à l'heure. Après, on a une petite frise chronologique sur laquelle en fait ils retrouvent leurs séances en présentiel et les séances à distance sur Moodle. Et là, juste pour présenter un TD rapidement. Donc en haut, un petit rappel sur ce qu'ils auront à faire. Donc là, sur ce TD, il n'y a que des exercices à réaliser pour lesquels on a mis un achèvement d'activité. Ensuite, ils retrouvent différentes aides par rapport au contenu. Voilà, donc les ressources UOH, comme on disait, et les contenus réalisés par les enseignantes. Et à la fin du TD, on met un petit rappel sur ce qui doit être fait en fait à la fin du TD. Donc, que je repasse sur mes petites diapos. Je te laisse plus de temps dessus. Donc, on en vient maintenant au retour d'expérience. Déjà, du point de vue de l'enseignant, c'est ce double parcours, donc totalement en présentiel ou partiellement en autonomie, a permis une meilleure connaissance des étudiants les plus en difficulté lors des TD en plus petits groupes. Du côté des étudiants, ça a aussi permis à ces étudiants en difficulté de s'exprimer davantage et d'être moins inhibés pour poser des questions qui peuvent paraître un peu basiques au reste du groupe. Donc voilà, ça a permis de lever quand même certaines inhibitions aussi. Ces TD en effectif allégé, pour ma part, m'ont aussi permis de mettre en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques, travailler notamment avec des dispositifs de vote de groupe. Sur la première année, nous sommes pas mal confrontés à quelques problèmes techniques que les ingénieurs, que Lucie, l'ingénieur pédagogique, nous a bien aidés à résoudre. Et globalement, on a pu constater, du point de vue des enseignants, la cohérence entre les moyennes des travaux en ligne et les autres résultats du semestre. Concernant les étudiants, on peut remarquer les points positifs, c'était surtout de trouver que les TD étaient plus adaptés à leur niveau en fonction des parcours. En autonomie, ils ont plus particulièrement apprécié la souplesse d'organisation, même s'ils se sentaient parfois moins légitimes pour corriger leurs camarades dans l'évaluation par les pairs, par exemple.
Parfois, certains aussi ont manifesté un certain manque de confiance dans la correction automatique. Bon, on a réussi généralement à résoudre ces petits soucis. En présentiel aussi, les étudiants ont apprécié le travail de l'oral en plus petits groupes et le retour sur des règles de grammaire plus ciblées sur lesquelles ils n'osaient pas forcément interroger l'enseignant lors des séances en groupe plus chargées. Et juste pour finir, donc là on va commencer à la rentrée prochaine, la 3e année de DIPEO. À chaque fois, on a essayé de voir différents points d'amélioration. Donc l'année dernière, on a mis en place notamment tout le Vademecum. Et à la rentrée prochaine, on va se lancer en fait sur des badges pour ludifier un peu le parcours en autonomie. Puis pour le dynamiser un petit peu. Et puis sur des exercices du style, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, synonyme-antonyme, pour lequel il y a beaucoup de possibilités de réponse et pour lequel on n'aurait peut-être pas pensé à toutes les possibilités de réponse, on propose aux étudiants de participer et de nous indiquer des réponses qui n'auraient pas été comptées juste dans le test, pour lequel après on pourrait modifier le test et puis et revalider. Donc on va mettre en place une collecte, alors peut-être une base de données, mais là c'est encore en cours de réflexion, donc on verra ça un peu plus tard. Merci. Merci Lucie, merci Ludivine. Quelques questions avant d'aller s'alimenter? Une juste là. Oui, bonjour, Jean-Yves Janas, Université de Lille. Une petite remarque sur les tests. Alors c'est une parenthèse en fait. Les notes sont très faibles. Et je vous invite à lire l'excellent entretien de René comment il s'appelle, sur Figaro Vox qui est paru, d'un philosophe qui explique qu'on est dans un illettrisme galopant au lycée, René Chiche. Et en fait, il constate que sous prétexte de bienveillance, pseudo-bienveillance, en fait, on fait plus attention à comment les gens écrivent. Et les étudiants savent plus ni écrire correctement, ni lire correctement. Alors ça, c'était la petite parenthèse d'un super article. Et après, sur votre dispositif, j'ai à construire un système de positionnement aussi pour mes étudiants qui va les ventiler en distance autonome, distance tutorée et hybride. C'est dans une autre discipline. Alors, je me pose une question. Vous avez travaillé sur les aspects disciplinaires. Vous cherchez s'ils ont un niveau disciplinaire suffisant pour être mis en autonomie. Et est-ce qu'il est justifié d'y penser, parce que j'allais dire, est-ce que vous y avez pensé, mais est-ce que vous pensez que c'est utile d'y penser, des compétences spécifiques au travail en autonomie? Est-ce que vous avez essayé de tester, par exemple, la maîtrise des outils à distance, la non-procrastination, la motivation, la capacité de contacter des gens, enfin, ce qui sert indépendamment des disciplines. Donc, est-ce que vous y avez travaillé? Alors, ça, c'est effectivement un paramètre qui peut nous manquer un peu en début d'année. On peut difficilement le tester. On a une donnée quand même qui nous aide, c'est qu'à l'Université d'Angers, on travaille avec le projet Voltaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce projet Voltaire, on inscrit les étudiants en début d'année également. Donc en fait, on les abreuve de tests initiaux en début d'année, puisqu'ils ont aussi à réaliser justement un test en ligne sur Voltaire pour pouvoir commencer leur entraînement. Parce qu'après, on leur impose une cadence d'entraînement en dehors de nos cours sur le projet Voltaire. Donc précisément, on leur pose un délai assez serré en septembre sur la réalisation du test Voltaire, ce qui nous permet aussi de voir s'ils l'ont réalisé. Donc, effectivement, non-procrastination, respect des délais impartis. Ça, c'est une donnée en plus qui nous aide un petit peu. Après, ce qu'on a plus de mal à anticiper, c'est l'accès à l'outil informatique. On a parfois des étudiants qui sont en chambre d'étudiants, qui ont peu de ressources et qui ont un petit peu de mal avec les connexions Internet. Nos jeunes L1, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas tous non plus très à l'aise avec ces outils. Donc ça, c'est vrai que c'est plus difficile à anticiper. En général, de toute façon, quand on envoie, fin septembre, début octobre, quand on dit aux étudiants, voilà la liste de ceux qui vont partir en autonomie, on les garde à la fin du TD pour expliquer un peu le déroulement du parcours. En règle générale, ceux qui pensent avoir des difficultés en parlent spontanément. Après, on essaie de voir ensemble quelles solutions peuvent être envisagées. Ce que disait Lucie, prêt de matériel, travail à la BU.
Et puis, en tout cas, pour les filières que je suis, je vérifie que le travail est accompli régulièrement. Il m'arrive ponctuellement de rappeler des étudiants en présentiel si je vois que le travail n'est pas fait. Bonjour Philippe Rouille, ENSAT Lannion. J'avais une question sur le format de question que vous utilisez, qui est close. Il me semblait qu'il y avait une possibilité d'évaluation manuelle des réponses, c'est-à-dire qu'une fois que le test a été effectué, on voit un bilan de toutes les réponses des étudiants, et en particulier, on peut aller mettre des points à des réponses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui ont été données par un certain nombre d'étudiants qui ont la même réponse, et puis après l'ajouter dans la liste. Oui, justement avec les questions closes, pour ce qui est des synonymes et antonymes, dès qu'un étudiant nous dit « Tiens, j'ai donné cette réponse, n'a pas été comptée juste », moi, après, je contacte Ludivine et Isabelle, je leur demande si c'est correct. Et quand c'est correct, je le rajoute, justement, et après, je réévalue les tentatives qui prennent, du coup, en compte la réponse. D'accord. Mais il n'y a pas un outil de rapport dans l'évaluation du questionnaire où on voit justement, pour chaque question, toutes les réponses qui ont été données, regroupées par... il me semble qu'il y avait ça, je crois avoir utilisé ça une fois. Alors, c'est pour un autre format de question. Juste réponse courte sur le test, peut-être. Ouais. Pardon, oui. Sinon, vous aviez programmé combien de réponses, par exemple? Vous nous avez donné un exemple. Oui. 32... Oui, possibilité de réponse oui. sur au moins... Possibilité. Ouais. Et encore, jamais sûr d'arriver au bout. En tout cas, pour celui-ci, ce type d'exercice, ça allait, mais c'est surtout vraiment sur l'exercice synonyme, antonyme. Sur le vocabulaire. Et c'est là où ça a été plus compliqué à anticiper toutes les possibilités de réponse. Une dernière question peut-être? Fin de chantier. Un grand merci, mesdames.